Bonjour tout le monde, hello world, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir le troisième chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Nous allons surtout travailler sur le support allant de Rahma, la femme du fabricant de charrues, jusqu'à le jeudi suivant. Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les mendiants. On va situer ce passage-là. L'auteur, narrateur et personnage raconte sa journée homicide. L'achat de la lampe à pétrole était un heureux événement chez la famille de l'auteur. Ceci a été bouleversé et perturbé par l'incident de la perte de Zineb, la fille de Rahma, en pleine foule à l'ancien Médina. On sait très bien que le chapitre numéro 3 est articulé surtout autour de trois événements. Au début, le narrateur met l'accent sur la description de sa journée en site. Deuxièmement, il parle de comment ils se sont procurés ou bien comment son père avait acheté la lampe à pétrole, euh, qui était un événement heureux pour le narrateur ainsi que sa maman. Et le troisième événement, c'était celui de la disparition de Zineb. Et va venir ensuite le jeudi où Rahma va faire et organiser un repas pour les mendiants pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa petite fille qui était perdue. Les axes de la lecture que l'on trouve dans ce chapitre, Ahmed Sfraoui met l'accent sur la solidarité des voisines et des voisins, bien sûr. Rahma a perdu sa fille Zineb en voulant se rendre au quartier Kalkaline et rentre chez elle en se lamentant et en s'administrant des claques sonores sur les joues. Rahma était invitée par sa sœur Khadija, qui avait un nouveau-né et qui organisa le passé simple, qui organisa le baptême pour son nouveau-né. Donc, elle avait appelé et invité sa sœur Rahma. Voilà. Et dans la route, Rahma avait perdu sa fille, Zineb. Quelle était la réaction des voisines? Voilà des phrases qui sont extraites du texte. Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahma et l'exhorter à la patience. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait des moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendrissait sur son propre sort. Le champ lexical dominant dans cet extrait-là, c'est celui des pleurs. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment, chacune des assistantes gémissait, se lamentait. Le narrateur lui aussi dit « Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses ». Donc, la tonalité de ce texte, c'était une tonalité pathétique. La réaction de la mère. On sait très bien que Zoubida s'était disputée avec Rahma. D'accord? Mais ici, la Zoubida a oublié sa dispute avec Rahma et se précipite pour la consoler et partager sa peine en pleurant et en se lamentant avec elle. Voilà, ce texte donc nous montre que les moments de malheur font oublier les futilités du quotidien que l'on vit tous les jours. Donc, dans ce chapitre-là, Ahmed Sfraoui insiste et met l'accent sur l'une des valeurs les plus caractéristiques de la société marocaine d'autrefois, celui de la solidarité, entre les voisins et les voisines. Cette valeur-là est vraiment capitale, elle est importante et primordiale dans la société marocaine. Donc, Ahmed Sfraoui met en valeur cette caractéristique qui qualifie les Marocains, c'est celle de la solidarité entre les voisins. Quelle était la réaction du narrateur? Ça, c'est le deuxième axe. On sait très bien que Sidi Mohamed, enfant de 6 ans, n'aimait pas Zineb. D'accord? Sidi Mohamed était obligé de pleurer. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la raison de bienséance.
il était obligé de faire comme tout le monde. D'accord? Ça veut dire que c'était inconvenable de ne pas pleurer. Deuxièmement, sa mère pleurait. Il doit faire autant qu'elle. Pleurer était un signe de reconnaissance envers Rahma qui lui avait fait cadeau d'un cabochon de verre. Rahma qui avait déjà, dans l'autre chapitre, avait offert à Sidi Mohamed un cabochon. Donc lui, il se sentait reconnaissant, d'accord? Et il voulait montrer cette reconnaissance-là vis-à-vis de Rahma, ou bien envers Rahma. Donc il était obligé de pleurer. Et il pleurait surtout parce qu'il avait faim. Ça, c'est la véritable raison. Voilà. Donc bien que Sidi Mohamed ne cache pas sa haine envers Zineb, il était obligé de pleurer. L'enfant pleure pour faire comme les autres, et surtout parce qu'il avait faim, ce qui fait basculer cette scène de pathétique au comique. Donc, Ahmed Sfraoui fait intégrer, avec son style bien sûr, du comique dans le pathétique, et cela c'est pour soulager et pour apaiser la passion et bien sûr le sentiment que peut avoir le lecteur. Voilà. Donc parmi les figures de style que l'on trouve dans le chapitre, on trouve un flot de mendiants d'hommes et femmes se déversa dans la cour. Ça, c'est une métaphore pour mettre l'accent sur le grand nombre de mendiants qui sont comparés à une vague qui se déverse dans la cour de la maison. Mais ici, il n'y a pas le moyen de comparaison. Un flot de mendiants d'hommes et femmes se déversa dans la cour. Il n'y a pas le moyen de comparaison. C'est pour cela que l'on dit qu'il s'agit d'une métaphore. Deuxièmement, tout le monde se mit à pleurer bruyamment. On a dit tout le monde pour désigner le groupe de femmes qui étaient venues voir Rahma. Donc on a cité le monde entier pour désigner seulement une partie. Ça s'appelle la métonymie. Cette figure de style, c'est la métonymie. Une pyramide de viande et de légumes. Ça, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. Zineb s'était volatilisée. Là aussi, on trouve une métaphore, c'est-à-dire que Zineb est comparée à une création qui peut voler, alors que ce n'est pas le cas, mais c'est surtout pour montrer qu'elle a disparu, d'accord, dans la foule. On a dit, ou bien c'est Rahma qui dit, Zineb s'était volatilisée. Autre remarque que l'on peut trouver dans le texte, Ahmed Sfraoui a cité plusieurs lieux dans le chapitre. On trouve quartier Kalkaline, Dar Chouafa, Moulay Idriss, Dar Qaiton, tout ça dans le troisième chapitre. L'importance de ces noms de lieux est de jouer un rôle de témoignage et d'ancrer les événements racontés dans la trame du récit autobiographique. Donc, tout le temps, Ahmed Sfraoui insiste sur le fait de citer les lieux, de marquer le nom des espaces, des lieux, des quartiers, et cela pour que son texte soit comme témoin et soit comme une sorte de témoignage pour ancrer ensuite, pour ancrer et surtout pour ancrer les événements qui sont racontés dans un environnement réel, d'accord, et pour donner un timbre, comme on a dit, marocain à son récit. La tonalité du récit, ou bien de ce texte, il s'agit d'un mélange du tragique. L'événement, bien sûr, de la perte de Zineb était un événement malheureux. Mais cet événement-là était mêlé avec le comique. Donc, il y avait un mélange du tragique et du comique. Le comique se voit dans la façon avec laquelle les événements sont narrés. D'abord par le narrateur et deuxièmement par la mère qui raconte, qui fait un tempo
pour les événements, pour raconter les événements de la journée pendant le soir à son mari. Le narrateur montre au lecteur comment les saints jouent un rôle primordial dans la vie de tous les jours. Dans ce chapitre 3, on trouve que Khadija, la sœur de Rahma, et son mari se sont rendus à Sidi Ali Serghin. Pourquoi? C'est pour avoir un bébé. Ils croient que c'est leur visite à Sidi Ali Serghin qui va leur permettre d'avoir un bébé, ou bien de leur faciliter le fait d'avoir un bébé. Fatma al-Bziouia et la mère du narrateur Zoubida se rendent à Moulay Idriss pour implorer de l'aide à Rahma. Lorsque Rahma avait perdu sa fille, ce sont ses deux voisines, Fatma et Zoubida, qui se sont rendues à Moulay Idriss pour implorer son aide. La maman raconte au père du narrateur ce qui s'était déjà raconté, mais bien sûr avec plus de détails. Et Ahmed Sfraoui fait intégrer le récit de sa maman, la façon avec laquelle, avec ses détails et tout cela, dans le récit, dans son propre récit. Ce récit, dans le récit, ça s'appelle le récit enchâssé. D'accord? C'est le fait de dire, voilà ce qu'a dit maman, ce qu'a raconté maman à mon papa pendant le soir. On sait très bien que cette femme fait le tempo chaque soir pour les événements qui se sont déroulés pendant la journée. Après ce récit, l'enfant est sous ses couvertures. Il décrit son état d'âme. Regardez bien. On va lire seulement ces 6 lignes-là. Regardez. Lorsque le père avait demandé à sa femme de préparer le lit à l'enfant, l'enfant raconte ou bien décrit son état. Il dit, sous mes couvertures, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence la maison des Idrissides. La maison des Idrissides, c'est là où Zineb était accueillie pendant sa perte. D'accord? Je me représentais une vaste demeure, voilà comment il imagine cette maison des Idrissides. Je me représentais une vaste demeure aux mosaïques fanées, bourdonnante comme une ruche, c'est-à-dire pleine de bruit, en voix de femmes, en instance de répudiation de jeunes filles malheureuses et d'enfants perdus. Moi aussi, j'étais perdue dans une ville déserte. Je cherchais en vain un lieu d'asile. Lui aussi, il était en train de chercher un lieu d'asile, un lieu de refuge. Je sentis ma solitude devenir lourde à m'étouffer. Donc, il s'étouffe dans ce monde-là. Je poussais un cri. Ça, c'est réellement ce qui se passe. Une parole douce vint de loin apaiser ma fièvre et je tombais dans le soir. C'était peut-être la voix de son père ou bien de sa mère. Lorsqu'ils ont entendu son cri, lorsque leur enfant était sous ses couvertures. Ils ont entendu le cri et une voix vient de loin apaiser ma fièvre et je tombais dans le noir, rassuré, détendu et le souffle calme. Voilà. Donc ici, dans cet extrait-là, qui vient juste après le récit qui raconte la perte de Zineb, on peut dire que le narrateur s'identifie à Zineb. Sa perte au milieu de la foule, la perte bien sûr de Zineb était au milieu de la foule, représente une perte à lui-même. La seule différence, c'est que Zineb était perdu dans un espace, ou bien dans un espace qui est réel, dans un lieu réel, c'est la rue. Alors que la perte de l'auteur est virtuelle. Il dit, j'étais perdu dans une ville déserte. C'est dans son imagination, c'est là où il est perdu. C'est son imagination qui lui permet de s'évader de ce monde réel. Donc là, on trouve son corps, alors que son esprit, il est perdu dans une ville déserte. Je cherchais en vain un lieu d'asile, un lieu de refuge, un lieu où il peut retrouver des moments de paix, des moments où il va se sentir moins seul. D'accord? Parce que là, il dit, je sentis ma solitude devenir lourde à m'étouffer. Donc, on peut dire que
le narrateur s'identifiait à cette petite fille Zineb qui était perdue dans la rue. La seule différence, c'est que Zineb était perdue dans la rue, dans un monde réel, alors que lui, il était perdu dans un monde virtuel, et cela dû à la solitude dans laquelle il s'était perdu et il s'étouffait. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter et attendez, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Je vous espère une bonne réussite, bon courage et à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de liker.